Faisons un peu une incursion, bon, on a parlé de religion aussi, faisons une incursion dans la psychanalyse. Il y a une expression, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé une fois ici, il y a une expression très simple en français, mais qui est très profonde. L'idéal du moi est le moi idéal. C'est-à-dire que l'idéal du moi, c'est pour vous, hein, dans le domaine politique, c'est la cité qui est le bien commun, incarné dans la cité, qui dépasse l'homme, mais que l'homme ne peut pas atteindre, mais qui est indispensable pour le structurer, en fait. Et ça, c'est l'idéal du moi. Je tends vers cet idéal, sachant que je ne pourrai pas l'atteindre de mon vivant. Mais le moi idéal, c'est le moi qui pense qu'il a déjà atteint l'idéal, qui vit dans cet idéal, comme beaucoup de nos concitoyens s'imaginent, puisque les conditions politiques sont là pour lui permettre de croire qu'il, dans sa croissance personnelle, dans sa consommation, dans sa sexualité, il peut atteindre le bonheur ici-bas. Et est-ce qu'on a justement cette dichotomie entre le moi idéal et l'idéal du moi? Oui, je crois qu'ici, nous payons le prix de ce présentisme qui ravage la culture contemporaine. Le présentisme. Le présentisme, c'est-à-dire l'idée comme quoi l'homme ne doit se définir que dans l'instant présent. L'instant présent, c'est l'espace de la véritable émancipation, puisque je ne dois plus rien à hier et je ne dois absolument rien préparer pour demain. Oui. C'est lorsque je suis centré sur moi-même, dans l'instant présent, lorsque coïncident dans un moment de bonheur absolu mes passions, mes désirs, mes choix, ma situation, ce moment de bonheur absolu situé dans l'instant présent, c'est l'autre nom, je crois, de ce moi idéal dont vous nous parlez. Que se passe-t-il lorsqu'une société a le sens de l'histoire? Elle trouve de grands exemples et de grands ancêtres qui permettent de relativiser son arrogance. Mais eux aussi, elle trouve son manque, parce qu'elle dit, on n'est pas à la hauteur de ces gens-là, mais ils nous inspirent quand même. Mais bien évidemment, et ce manque est indispensable, parce que prenant conscience qu'elle n'est pas toujours à la hauteur des grands moments qui l'ont marqué, qui ont marqué l'histoire d'un peuple, prenant conscience de ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une société qui, consciente de ses insuffisances, cherche à se dépasser. Mais lorsque vous liquidez le passé, lorsque vous dites, de ce passé, je ne retiens qu'une chose, il était intolérant. Et ensuite, on dit il était homophobe, xénophobe, sexiste, raciste, et ainsi de suite. Eh bien, pourquoi se tourner vers le passé, sinon, d'un côté, pour l'exécrer, et deuxièmement, pour nous féliciter au temps présent. Nous sommes merveilleux. Nous nous sommes libérés des ténèbres et des temps anciens. Oui. Eh bien, ensuite, on se tourne vers l'avenir, et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit simplement être encore davantage soi-même. Et on est condamné de plus en plus heureux. Ah oui, bien évidemment, mais c'est un bonheur assez étrange quand même. Il y avait une nouvelle dans le Journal de Montréal, mercredi, c'était hier, je crois, assez intéressante, où depuis 5 ans, la consommation d'antidépresseurs au Québec est en hausse de 50%. Par rapport à? Je crois par rapport à je pense aux 10 dernières années, quelque chose, une espèce de hausse assez significative. Par rapport à 2005, excusez-moi. Or, c'est depuis 2005, je crois, une hausse de 50% des antidépresseurs, il se peut que je me trompe sur une date ou deux. Eh bien là, c'est assez révélateur quand même, ça. C'est-à-dire, voilà une société qui a jeté l'homme dans une espèce de froid. C'est le froid d'une individualité atomisée. C'est une société où les liens sociaux fondamentaux se sont disloqués, où le tissu social s'est déchiré. Une société sans repères historiques, symboliques. Une société qui a évacué les grandes institutions qui étaient porteuses du sens. Une société qui n'incite plus au sacrifice et qui le tourne même au ridicule. Eh bien, c'est une société, la société moderne, d'une certaine manière, hyper moderne, qui est une société désaffiliée. Une société où l'individu a cru s'émanciper en se délivrant de tous ses héritages parce qu'il les prenait pour des tutelles. Normalement, lorsqu'on constate ça, on devrait se dire, notre société ne produit pas tant de bonheur que ça. Il ne s'agit pas de congédier l'émancipation, mais il s'agit quand même de voir s'il n'y a pas des ressources de sens dans le passé que nous avions évacuées. Mais non, on ne veut pas se tourner vers le passé. Jamais, parce que le passé, c'est le mal. Alors, quelle est la réponse? On va soigner le moderne par l'encore plus moderne. C'est ce que j'appelais la régulation pharmaceutique des émotions. Donc, ce qui va rester, et je dis pas que les gens sont coupables de s'y livrer, je dis que c'est un système qui nous y pousse, eh bien, plutôt que de lutter contre ce qui nous place dans une situation de détresse ou de malheur, eh bien, quelquefois, l'usage de la pilule nous permet tout simplement d'accepter ce malheur en nous calmant. C'est la pilule du bonheur, c'est la pilule de l'acceptation, c'est une forme de béatitude sur ordonnance. Aldous Huxley parlait de la pilule du soma. Oui, je sais, c'est quand il y a, oui, je sais très bien, c'est quelque chose qui nous y fait penser. Donc voilà une société qui, ayant déstructuré les liens sociaux, ayant jeté l'individu dans un froid où il grelotte, voilà une société qui ne trouve plus à instituer l'individualité, eh bien ce qui lui reste finalement, c'est de faire une sorte de modification chimique des émotions pour s'assurer que finalement tout aille bien. Maintenant, revenons. Comment
comme le petit pousset, comment retrouver ces sentiments, puis c'était l'objet de la chronique et de votre texte dans votre blog, je crois que c'était le 7 juin dernier, dans le Journal de Montréal, et comment retrouver ce passé qu'on a appris, mais vraiment savamment, à enterrer, à dénigrer, à réprimer, quoi. Et quelles sont les clés? Parce que vous parlez des sociétés non occidentales qui, elles, n'ont pas la même évolution que nous, ce qui est vrai, mais d'un autre côté, beaucoup de sociétés sont tentées par le fanatisme. Oui, ça, c'est ça. On fige un passé et on essaie de ressusciter ce passé glorieux qu'on transpose aujourd'hui dans des conditions qui ne peuvent pas les accepter. Et c'est un modèle pour personne. Je veux dire, l'Occident doit se critiquer par lui-même. C'est évident. Ce que j'évoquais tantôt, c'est qu'il y a des sociétés qui, quelquefois, ont plus de vitalité. Une vitalité barbare, quelquefois. Mais j'évoquais seulement le fait que le déclin occidental, dans l'espèce de confort doux, se faisait dans un contexte qui était un peu moins doux. Mais, non, comment faire? Eh bien, premièrement, je crois qu'il faut reconnaître, tout simplement, d'abord et avant tout, ce désir de grandeur. D'ailleurs, ce désir de cité. Et vous parlez justement dans le cinéma populaire, on retrouve beaucoup de films à thématique médiévale, des chevaliers, des héros, qu'on ne retrouve pas autant dans la culture savante. Ouais, c'est très juste. Hein. Ça m'a marqué beaucoup ces temps-ci. J'ai fait, parce que j'avais les sentiments oubliés, c'est un texte qui annonce un livre. C'est-à-dire, je travaille beaucoup en ce moment, je fais beaucoup de recherches en fonction d'un prochain ouvrage sur la part du sentiment dans la démocratie contemporaine. Et je remarque que ce désir de grandeur, il est partout présent dans la culture populaire, mais il est présent en deux conditions. Il est transposé à une autre époque, donc ça va être soit le passé, l'Antiquité, soit être le Moyen Âge, ou encore il est transposé sur des époques imaginaires, le Moyen Âge fantastique, le Seigneur des Anneaux, encore Star Wars et tout ça. Bon, on peut dire c'est amusant, mais ce n'est pas qu'amusant, c'est révélateur. L'homme a un désir de grandeur, mais ne peut le trouver que dans un autre monde que le nôtre. Comme si... Oui, et qui peut pas nommer, parce que la culture populaire ne se nomme pas, elle la vit. Ben, voilà, ça c'est très juste. C'est-à-dire, elle ne le conceptualise pas, elle le projette, c'est le travail de l'imagination. Alors là, ce qu'on voit, c'est que lorsque l'homme veut retrouver la grandeur, il se tourne vers le passé, ou encore il se tourne vers des documentaires en noir et blanc, quelquefois, faut jamais l'oublier. Hein. C'est-à-dire le noir et blanc, le documentaire en noir et blanc sur la Deuxième Guerre mondiale, ou sur les grands moments de l'histoire, a quelque chose d'intéressant, ne serait-ce que par la technique qui n'est plus la même, ça nous montre une autre époque vers laquelle on peut se projeter pour ses désirs de grandeur. Ça nous donne aussi des films, je le disais, comme Le Seigneur des Anneaux, où des vertus qui ne sont plus cultivées dans notre monde sont là, mises de l'avant. Alors qu'à la culture contemporaine, je vous interromps Mathieu, c'est que elle veut tout le temps être la fine pointe du progrès, sans compromis. Plus moderne que les modernes. En musique contemporaine, c'est évident ça, parce que j'étais musicien moi-même auparavant, il fallait surtout éviter le mot beau. C'est une musique élevante, inspirante. Ça, c'est des mots proscrits. Il faut que ce soit décapant, difficile, exigeant. Ah oui, moi, si vous me dites que je suis moderne, normalement, je le prends mal. C'est, je me dis, bon, qu'est-ce que je vous ai fait exactement? mais non, donc je dis, il faut voir, ce sera le premier moment de réponse, il faut reconnaître ce désir-là, il faut voir comment il s'exprime. Désir de grandeur, désir de retourner à ses vertus oubliées. Il faut voir aussi quelles sont les disciplines intellectuelles qui permettraient de restaurer ces vertus, ces valeurs et ces sentiments dans notre monde. Je les ai évoqués rapidement, allons-y quelques-unes. La littérature qui permet le travail de l'imagination. L'histoire qui permet justement de transposer cette imagination dans le vécu historique, c'est-à-dire par l'histoire, j'apprends que nous ne sommes pas qu'une collection d'individus atomisés, mais nous sommes porteurs d'un passé, d'un destin. La philosophie aussi, qui nous rappelle que derrière les controverses purement intéressées et mercantiles, il y a quelquefois des enjeux moraux, des enjeux symboliques, des enjeux philosophiques. Et de ce point de vue, qu'est-ce qu'on voit en retournant vers les humanités? Alors c'est souvent la réponse, mais parce que c'est souvent la réponse. Le retour vers les humanités nous ramène à cette part d'humanité qui se dérobe à nous aujourd'hui, qui nous vient des temps anciens. Il ne s'agit pas par ailleurs de s'y enfermer, il ne s'agit pas d'être nostalgique pour le monde d'hier, il ne s'agit pas de cultiver la nostalgie abusive pour le monde passé, mais une petite mélancolie devrait être permise, et surtout, il devrait nous être permis de nous tourner vers le mieux d'hier pour irriguer aujourd'hui et demain, retour aux humanités, retour à la culture, retour aux vertus de l'imagination et retour à la vertu du sentiment pour irriguer la cité, quitter cette pensée plate et gestionnaire, cet individualisme étroit qui nous empêche aujourd'hui d'exister politiquement. Autrement dit, retour aux sources ou recours aux sources, qui est le titre de l'essai d'Éric Bédard qui a eu le prix Arès décerné par l'Action nationale, dont on parlera dans 30 secondes après le petit pont musical pendant quelques minutes.
Ici Jean-Philippe Trottier, nous finissons le Midi Actualité dans quelques minutes. Je suis toujours avec Mathieu Bocoté qui nous parlait des sentiments pas en musique, des sentiments en politique. Et on a fini sur Éric Bédard, Recours aux sources, un essai sur notre rapport au passé publié au Boréal en 2011 qui vient de recevoir le prix Arès pour le meilleur essai décerné par l'Action nationale. Mathieu Bocoté, vous connaissez Éric Bédard? Oui, Éric Bédard est certainement le meilleur historien de sa génération. Oui. Il s'est fait connaître d'abord pour un engagement politique lorsqu'il était plus jeune, et un jour, le militant est devenu un intellectuel, l'intellectuel en tant qu'historien, et il réhabilite aujourd'hui au Québec. Non, il dit pas seulement qu'il faut faire de l'histoire politique, il la pratique. Il a écrit quelques livres majeurs, une première contribution lorsqu'il était plus jeune sur la crise d'octobre, mais depuis quelques années, il fait quelques livres majeurs. Premièrement, il a écrit Les réformistes il y a quelques années sur le 19e siècle politique canadien-français. Et plus récemment, il a publié Recours aux sources où il dévoile sa méthode, il dévoile son rapport au passé. Et qu'est-ce qu'il dit? Il nous invite, il y a deux sens dans Recours aux sources, c'est-à-dire premièrement, les historiens aujourd'hui s'intéressent trop souvent à la manière d'écrire l'histoire. Oui. Ils en ont oublié quelquefois les sources. Ils en ont oublié le premier travail de l'historien qui n'est pas qu'une forme de théorisation sur le discours historique. Ça consiste aussi à aller dans des archives, aller redécouvrir le passé dans la matière qu'il nous a laissée pour en tirer sens, pour en tirer un récit, mais alimenter à même l'archive, à même l'écrit. Recours aux sources aussi, bien évidemment, il y a un deuxième sens. Il se peut que notre collectivité ait depuis un certain temps négligé certaines sources de son identité collective. Il nous serait probablement nécessaire, pour le Québec contemporain, de retourner à ces sources identitaires, à ces sources historiques, à ces sources culturelles qui permettraient aujourd'hui d'irriguer, d'embellir notre présent en élargissant l'imagination politique et historique. Donc c'est un livre composé de plusieurs essais. C'est 11 essais, je pense, non? Oui. Ça fait quand même un bon 250 pages. Sur Denis Arcand, parmi d'autres. Un essai Falardeau, justement. sur Falardeau, un essai remarquable sur Dégénération. Oui. Vous connaissez la chanson du Dégénération, plutôt de Mes aïeux, mon arrière. Oui, tout à fait, oui. Alors, cette chanson, il analyse cette chanson dans la place du groupe, il analyse la réception populaire de cette chanson. Il dit, est-ce que cette chanson, qui est porteuse d'une nostalgie très belle sur notre passé, est-ce qu'elle ne nous en dit pas beaucoup sur certains désirs enfouis dans la condition québécoise contemporaine? En fait, ce qu'Éric Bédard dit sur cette chanson des générations de mes aïeux, c'est ce que vous dites sur le cinéma populaire. Oui, très juste, et je dis Éric Bédard est un ami, je ne le cache pas, et les meilleures amitiés sont celles qui partagent, je dirais, à la fois les préoccupations intimes et les préoccupations intellectuelles. Et lire son livre et suivre sa réflexion, c'est un plaisir véritable. Je crois que pour plusieurs Québécois qui s'intéressent à l'histoire, se tourner vers ce livre, se tourner vers ses livres, c'est une manière de se réapproprier leur histoire dans ce qu'elle a de plus intéressante. Voilà pourquoi je crois que son œuvre d'ailleurs devrait être suivie dans les prochaines années. Éric Bédard, donc auteur de Recours aux sources, essai sur notre rapport au passé publié en 2011 au Boréal, qui vient de recevoir le prix Richard Arès de l'Action nationale.